Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui ? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue! Bienvenue dans ce nouveau café coop jeunesse, notre rendez-vous presque mensuel pour découvrir les acteurs et actrices jeunesse. Aujourd'hui, on accueille Brace Cohabilis, je vais y arriver, ça commence bien, et la Dige Bretagne qui porte le projet Un toit, deux générations pour nous parler de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Avant de vous présenter les personnes qui sont à côté de moi, juste vous rappeler de bien couper votre micro et caméra pour permettre des échanges les plus fluides, et aussi parce que le café coop est enregistré pour être diffusé sur YouTube. Donc, si vous voulez éviter que votre visage apparaisse sur la vidéo, le plus simple, c'est de couper votre caméra. N'hésitez pas également à poser toutes les questions dans le chat. Mon collègue qui est juste derrière l'écran, qui est l'homme de l'ombre des cafés coop, se fera un plaisir de nous les transmettre pour la suite de l'échange. Du coup, je suis accompagnée par Claudine Trochon, vous êtes présidente de Brace Cohabilis, et Émilie Dufraîche, qui est coordinatrice du dispositif donc Un toit, deux générations dans les Côtes-d'Armor, qui est porté par la Dige 22. On va revenir sur Un toit, deux générations, la Dige Brace Cohabilis pendant l'échange. Peut-être première question pour que les personnes comprennent bien, qu'est-ce qui différencie la cohabitation intergénérationnelle solidaire, donc aussi des fois appelée SIS, SIS, par rapport à l'habitat partagé ou d'autres formes de cohabitation? Alors bonjour Chloé et merci beaucoup de cette invitation. L'habitat partagé, c'est un terme générique qui va concerner aussi bien des personnes qui vont choisir d'habiter dans un habitat semi-collectif. Ça peut toucher le secteur du handicap, on peut décider à plusieurs familles de se regrouper. C'est un terme générique large. Et la cohabitation intergénérationnelle solidaire, CIS, fait partie en fait, est une forme d'habitat partagé. Une forme d'habitat partagé qui est inscrite maintenant dans la loi Elan de 2018 pour fixer les contours juridiques de cet habitat. Et en particulier, il s'adresse à un jeune de moins de 30 ans qui va être hébergé chez une personne de plus de 60 ans. Alors, on parle d'hébergeur parce que parler de personnes âgées, on ne sait jamais à quel âge le mettre. Et en tout cas, on voit que c'est deux générations, deux voire trois générations qui sont séparées. D'accord. Et pour peut-être déjà illustrer la forme de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, est-ce que, Émilie, tu peux nous parler un petit peu plus de ce que vous mettez en place dans les Côtes-d'Armor avec la Dige et le projet Un toit, deux générations? Alors, je vais d'abord présenter un peu la Dige 22. La Dige 22, c'est la coordination du réseau information jeunesse des Côtes-d'Armor. On outille aussi avec des supports ludopédagogiques les professionnels de la jeunesse, de l'information jeunesse. On coordonne les dispositifs des promeneurs du net qui permettent de mettre en relation les professionnels de la jeunesse entre eux et les rendre accessibles pour les jeunes. Donc ça, c'est l'association en elle-même, avec de l'animation, de la prévention. Là, on est sur la compétence jeunesse. Et en 2013, le dispositif Un toit, deux générations est entré dans la Dige avec ce souci de créer de la solidarité entre les générations. En général, entre un hébergeur et un jeune, il y a au moins 30 ans de différence. C'est souvent ça qui permet de situer un peu les écarts d'âge qu'il peut y avoir. Ça peut être beaucoup plus, il y a des pépites. Et donc, l'idée, c'est de développer le dispositif pour l'ensemble des Côtes-d'Armor et sa ruralité. On a des hébergeurs potentiels sur une bonne partie des Côtes-d'Armor, avec des territoires qui sont particulièrement représentés, puisqu'on conventionne avec certains territoires. Donc, pour nous, ça va être Lamballe-Terre-et-Mer, Loudéac, Plérin et Guingamp-Pintois, l'agglomération.
Et alors, comment après s'organise le dispositif au niveau local? Alors, peut-être commencer comment on identifie les hébergeurs, puis après aussi comment, en tant qu'héberger, on peut se faire identifier. Voilà. Comment ça s'organise sur place? Nous, on a la chance de faire des conventionnements, comme je disais, avec des territoires et donc on a, des liens particuliers avec, les centres sociaux, les CCAS et les maisons France Service parfois, qui, vont, repérer, des, personnes en quête d'utilité sociale, en risque d'isolement ou isolées et c'est là que, ces personnes-là, ces partenaires vraiment locaux vont, penser à ce dispositif, en parler et on va dire semer la graine de cette idée d'accueillir un jeune chez soi. Donc ça commence là. Il peut aussi y avoir, on l'a vu des fois, des reportages, des moments comme celui-ci ou des films qui existent sur ces thématiques qui, font que certains enfants de personnes de plus de 60 ans vont prendre contact directement avec la DIJ pour interroger, voilà, cette idée-là, mon parent, va très bien, a juste de l'aide à domicile ou pas du tout, mais il y a une chambre de livre, chez lui ou elle et je veux pas qu'elle soit seule, dans son quotidien et des fois, on est à l'écoute, des enfants d'eux, donc c'est des moments qui sont importants d'aborder, le vieillissement avec toute une famille. Et côté hébergé, comment comment on peut devenir hébergé dans le cadre du dispositif? On a tout le réseau information jeunesse qui le présente souvent, aux jeunes. Donc, entre, 15 ans et 30 ans, on va dire. Je dis 15 ans parce que c'est là que les questionnements autour de l'apprentissage aussi se posent, de la première prise d'autonomie, d'aller ailleurs que chez ses parents. Donc c'est souvent là qu'on commence à aborder, les hébergements intergénérationnels et cette possibilité-là. Et il y a de plus en plus de jeunes qui sont en recherche de cette solution d'habitat parce qu'ils veulent pas nécessairement être en internat. Ils veulent pas nécessairement, être seuls non plus dans un logement, ni en colocation classique. Et du coup, cette possibilité d'avoir un adulte référent, rassurant, ça leur convient aussi. Et au final, la recherche de lutter contre l'isolement et avoir de l'utilité sociale, ça rassemble les générations puisque c'est le motif d'inscription pour les jeunes et pour les hébergeurs. OK. Et il n'y a pas forcément d'autres critères, pour intégrer le dispositif que la question, que le cadre légal de la loi Elan qui est moins de 30 ans, plus 60 ans pour, les hébergeurs et les hébergés? Ou il y a d'autres critères que vous intégrez, vous, dans le cadre du dispositif? Moi, ce que j'intègre comme critère, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'interdépendance entre le jeune et l'hébergeur. Ça veut dire que, nous, dans les cohabitations, il est question de solidarité au quotidien, donc de petits services parfois rendus, par le jeune pour amener du confort dans le quotidien de la personne. Donc de base, il est entendu qu'il y a des temps partagés de convivialité, d'échange, que, voilà, le ou la jeune, soit pas isolé dans le logement, sinon à quoi ça sert? Mais il peut aussi y avoir des, services rendus qui sont, dits dès le début, dès la signature du contrat de cohabitation pour être sûr que la cohabitation se passe bien. Et parfois, ça permet aussi juste de se dire les choses. Comment on entretient le logement en commun, comment, j'apporte du confort à la personne et ça peut être des choses, vraiment du quotidien, porter les packs d'eau, tondre la pelouse, mais il faut s'accorder sur la fréquence parce que les générations n'ont pas, les mêmes, fréquences de service. Et ouvrir les volets, voilà, c'est très variable. Mais ça ne doit pas remplacer de l'aide à domicile, puisque, l'état d'esprit, c'est, moi, ce que je dis, quand j'ai un jeune qui me contacte, c'est, l'idée c'est pas, qu'une personne âgée, dépende de ce jeune-là, dans son quotidien, mais apporter du confort. À côté de ça, un des critères pour qu'un jeune ait la possibilité d'aller sur un toit de génération, c'est bien qu'il accepte aussi qu'il y ait un temps de rencontre avant la cohabitation et que la cohabitation, elle ait une date de fin. Donc très souvent, c'est dans le cadre d'un projet très spécifique, une formation, un apprentissage, un emploi saisonnier, ou un service civique et il faut vraiment qu'il y ait une date de fin et donc on n'est pas là pour pallier aux hébergements d'urgence, au 115 ou à des périodes d'inactivité du jeune. Il faut bien qu'il soit en action ou qu'il y ait un projet en cours. L'état d'esprit, c'est que si à un moment donné la cohabitation s'arrête,
elle va s'arrêter à la date de fin du projet du jeune. Et soit il prolonge parce que la rencontre est exceptionnelle et il y a des pépites de jeunes avec des hébergeurs qui ont cohabité pendant 3 ans. Et en même temps, si à un moment donné, il faut que la cohabitation s'arrête, il y a une date et c'est entendu dès le début. Et peut-être pour compléter sur l'histoire de critères, il n'y a pas de critères sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire de revenu du jeune. C'est-à-dire que le jeune, il peut être aussi bien actif qu'étudiant. Et il n'y a pas non plus de critères. On peut habiter dans une maison, être propriétaire de sa maison quand on est hébergeur. On peut être locataire dans le parc social. On peut aussi accueillir. Voilà, donc il n'y a pas... Voilà, compléter sur la question des critères. Et pour bien comprendre aussi ton rôle, parce que du coup, tu es coordinatrice du dispositif sur les Côtes d'Armor, mais vous aurez en plus tous les contacts parce que le dispositif, me semble, en reparlera, existe sur les 4 départements. Quel est ton rôle? Parce qu'on voit bien le besoin un peu de long terme et un peu rôle de coordination entre les différents binômes, entre guillemets, qui peuvent se créer. Il y a un rôle de coordination sur le territoire. L'idée, ça va être que ce dispositif puisse être accessible sur tout le territoire des Côtes d'Armor. Donc, il y a des territoires où il y a plus d'hébergeurs inscrits que de jeunes. Il y a des territoires où il y a plus de jeunes en demande que d'hébergeurs potentiels. Donc moi, mon rôle, ça va être d'aller réguler un peu sur l'ensemble du territoire pour répondre aux besoins des personnes de plus de 60 ans et des jeunes et permettre du coup la rencontre. Et mon deuxième rôle, grâce au CCAS et au service Info Jeunesse, ça va être d'organiser les rencontres entre les jeunes et les personnes de plus de 60 ans pour organiser cette solidarité entre eux, faire les états des lieux, les contrats de cohabitation, les appeler régulièrement, avoir des temps de médiation s'il y a besoin, pour qu'ils sentent bien qu'ils ne sont pas seuls. C'est pas qu'une dualité, quoi. Il y a du soutien autour. Et faire aussi la fin de la cohabitation, qui est importante pour les hébergeurs et les jeunes. Quand il y a autant de temps de vie ensemble, c'est important de bien clore aussi ces temps de cohabitation et faire les états des lieux, tout simplement, de sortie. Et dans ce que tu nous disais tout à l'heure, on voit bien qu'il y a plein de partenaires locaux plutôt, qui sont autour du projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, parler des CCAS notamment, mais pas que, et aussi de cette idée de convention avec des territoires? Alors les conventions, elles sont importantes pour que chacun ait aussi confiance en le dispositif. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de partenaires locaux qui portent ça et qui soutiennent ce projet. Moi, je pense que Coabilis est une grande aide pour ça aussi. Et nous, on travaille avec les identités de territoire. Il y a des territoires, c'est les CCAS qui vont être vraiment porteurs parce qu'ils portent une sensibilité politique vers le grand âge. Il y a des territoires où on va très bien travailler avec la jeunesse parce qu'on a cette chance-là d'être la DIGE et de travailler avec la jeunesse. On a des territoires où ça va être plus les centres sociaux qui vont être des lieux repérés par les personnes vieillissantes comme un espace où ils peuvent exprimer leurs besoins de vie sociale et d'utilité. On a un réseau dans la ruralité qui est super avec les maisons France Service qui communiquent très bien sur les ateliers numériques ou qui savent aussi repérer quand il y a des moments de vie particuliers comme le veuvage par exemple, que là il y a une attention à avoir envers les habitants et ça peut pas se faire de Saint-Brieuc, quoi. Et peut-être pour que les personnes comprennent bien aujourd'hui quel est le modèle économique, puisque vous me parlez que c'était limité aussi par la loi Elan. Donc, comment ça s'organise en termes de modèle économique, les dispositifs sur le territoire? Il va y avoir plusieurs échelles. Il y a une première échelle grâce à vous. Je vais te laisser en parler peut-être. Alors déjà, le préalable est de dire que le modèle économique ne repose pas uniquement sur la participation du jeune et de l'hébergeur. Enfin, de l'hébergé et de l'hébergeur. Vous avez entendu Émilie qui a fort développé son rôle sur le terrain et concrètement, ce n'est pas les jeunes et les hébergeurs qui vont financer les postes des coordinateurs. Donc, le modèle, il repose sur une petite participation des jeunes et des hébergeurs, mais après, la contribution de partenaires. Alors, les partenaires institutionnels que vont être les CCS ou les communautés de communes qui vont contractualiser, voire la CARSAT, j'en parlerai peut-être comme plus gros partenaire. Et sans ces partenaires, le réseau ne
peut pas se déployer. Comme tu l'as bien dit aussi, Émilie, c'est important d'avoir les acteurs au plus proche des personnes âgées. On est dans un dispositif cousu main et finalement, ça va être le bouche à oreille qui va fonctionner beaucoup plus, surtout si le vice-président du CCAS ou le président du CCAS connaît bien les anciens et va savoir justement, ah bah tiens, cette dame-là, elle est toujours dans son T4, son mari vient de décéder, là il s'est passé quelque chose, peut-être c'est le moment de proposer. Voilà, on a besoin de cette connaissance fine des personnes sur place. C'est ça. Et peut-être pour illustrer, alors je ne sais pas si c'est la même chose sur les 4 départements, mais au niveau d'un toit de génération sur les Côtes d'Armor, vous m'avez expliqué qu'il y avait une participation symbolique des jeunes via des frais d'adhésion, c'est bien ça? L'hébergeur et le jeune adhèrent à l'association Adige. D'accord. Donc, c'est 45 €. Ok. Après, chaque territoire a son fonctionnement. Mais oui, l'idée, c'est qu'un toit de génération a une utilité pour les publics et c'est pas au public de payer pour l'utilité qu'on leur apporte. Et donc, c'est bien aux financeurs dont c'est la compétence, donc la CAF, les territoires conventionnés, la CARSAT. Nous, on a la MSA qui nous soutient aussi sur la question de la ruralité. Et donc, du coup, sans eux, il peut pas exister puisqu'on n'est pas sur un modèle lucratif. Contrairement à, je vais être un peu grossière, mais sur du Airbnb, il y a un pourcentage du montant mensuel qui est versé au propriétaire, qui est récupéré par l'organisme. Nous, on récupère rien. Le jeune paye entre 120 et 165 € par mois. Et cet argent-là va directement à l'hébergeur ou l'hébergeuse. L'état d'esprit de cette somme-là, c'est aussi que ce ne soit pas nécessairement lucratif pour l'hébergeur et l'hébergeuse, mais que ça permette que la consommation des charges d'énergie du jeune soit pas un sujet dans la bonne entente de la cohabitation. Ils ne disent pas dis donc, il n'a pas éteint la lumière, il prend une douche pendant 1 heure. Voilà, l'ambition de cette mensualité-là, c'est vraiment que ça aille à l'hébergeur, l'hébergeuse et que ce ne soit pas lucratif. Et d'ailleurs, pour préciser, grâce au cadre de la loi Elan, cette somme qui est versée par le jeune n'est pas imposable. D'accord. C'est aussi quelque chose d'important à savoir, parce que l'équation avec les petites retraites et puis l'équation économique n'est pas toujours simple. Je crois qu'on a eu des questions. On me fait des signes derrière. J'ai 3 questions, je me permets d'intervenir maintenant parce que c'est vraiment sur la mise en œuvre très pratique, très locale des dispositifs et d'habitat intergénérationnel. Une première question très directe. Combien de cohabitations sont mises en place à l'année en moyenne par un toit de génération? Alors, au niveau régional, on est à… Alors, oui, en fait, ce que je peux peut-être préciser, c'est qu'il y a une grande disparité entre les différents départements. On vient de se fédérer en union régionale, donc on a appelé Bresse Cohabilis, mais dans chaque département, l'histoire avec la cohabitation intergénérationnelle est plus ou moins ancienne. Donc, 2008, Morbihan. 2013, Côtes d'Armor. D'ailleurs, on peut préciser qu'à l'époque, c'est le conseil départemental des Côtes d'Armor qui a lancé un appel à projet dans le cadre justement de ces politiques jeunesse et vieillissement pour pouvoir créer la cohabitation intergénérationnelle. Donc, les départements sont aussi des acteurs normalement incontournables. Bon, les financements ne suivent pas toujours, mais dans l'idée, c'était là le département. À Brest, ils ont dû démarrer, c'était 2009, 2008, 2009, et Brest, Finistère. Et en Ille-et-Vilaine, c'est encore beaucoup plus récent. Solia, depuis l'année dernière, vient de rentrer dans le dispositif. Donc, on va avoir, je vais vous donner les chiffres globaux au niveau de la région Bretagne. On est, l'année dernière, sur 2025, on était à 109 binômes répartis sur les 4 départements bretons. Pour répondre concrètement, à savoir que pour avoir ces 109 binômes, ça veut dire beaucoup plus de visites et de rencontres de personnes âgées, personnes de plus de 60 ans, et de rencontres avec les jeunes, parce que c'est pas parce qu'on a un nombre d'hébergeurs égal au nombre d'hébergés qu'on va avoir le nombre de binômes. Parce que vraiment, ça se fait dans la dentelle. C'est vraiment comme ça. Oui. Puis on va pas
L'idée, c'est de trouver la personne qui va être au bon endroit et avec qui les choses vont bien se passer. Donc ça, c'est toute la finesse et tout le travail des coordinateurs. Et dans les Côtes-d'Armor, peut-être les quelques chiffres. Alors, c'est fluctuant parce que ça se prend. Oui, l'année dernière, il y a eu 28 cohabitations en fait sur l'ensemble de l'année 2025. Là, en ce moment, il y a 12 jeunes et hébergeurs qui cohabitent ensemble. Et pour vous dire, sur le mois d'avril, il y en a 3 nouvelles qui vont se mettre en place. Il y a 3 rencontres prévues. Mais là, en ce moment, il y a 36 hébergeurs potentiels en Côtes-d'Armor. D'accord. Donc oui, il y a un décalage, mais aussi parce qu'on essaye de respecter les attentes mutuelles. C'est super de préciser que il y a le 1 pour 1, ça c'est pas C'est un bon match entre Voilà. les binômes. Et on respecte les attentes des hébergeurs aussi en termes de libération des chambres. Il y a les hébergeurs sont là aussi pour lutter contre leur isolement. On va pas prendre une chambre qui sert pour qu'eux, ils puissent accueillir leur famille pendant les vacances de Noël, par exemple. Donc du coup, dans le contrat de cohabitation, on aborde ces sujets-là pour dire, est-ce que il y a certains week-ends où vous savez d'avance où ça peut faire partie du contrat de cohabitation que la chambre soit libre? Est-ce qu'il y a des vacances scolaires spécifiques où il faut que la chambre soit libre pour accueillir la famille? Ça, c'est des sujets qu'on aborde et du coup, il faut il faut une finesse dans le respect de chacun pour que ça se passe bien. Ouais. Finesse et puis grande souplesse, comme vous pouvez le voir, et des binômes qui vont se constituer tout au long de l'année, en fonction des besoins des jeunes et puis des attentes des hébergeurs. Après, je ne peux pas m'adresser à la personne qui a posé la question, mais ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'en pensent les personnes connectées à ce webinaire, savoir si pour eux, 109 sur la Bretagne, ça leur paraît beaucoup ou ça leur paraît vraiment pas grand-chose. Voilà, parce que... On va voir si on a un retour. Mais l'appel est lancé. Tu nous avais dit 3 questions. Ça, autre question très directe. J'imagine, l'hébergement, est-il éligible aux aides sociales? Ça fait écho au modèle économique qui a été évoqué juste avant. Les jeunes, quand ils habitent le logement, ils ont le droit aux APL pour le loyer qu'ils ont à payer. Oui. Okay. Après, il faut anticiper si la personne est en location déjà, elle ne peut pas avoir 2 fois les APL. Voilà, c'est des choses qu'on aborde. Ça peut être une solution pour l'apprentissage quand des jeunes ont déjà un logement, de pouvoir aussi avoir ce logement sur une période, des fois une fois ou 2 dans le temps. J'y crois vraiment sur la partie lien avec l'apprentissage, parce que c'est la solution la plus adaptée, même pour les hébergeurs, parce que ça leur permet aussi d'avoir des périodes où le jeune est là, où il n'est pas là. Enfin, je pense que c'est un bon dispositif pour l'apprentissage. Et la fameuse 3e question. La 3e question, alors qui est plus une demande de bonne pratique. Je vous fais part directement de la question de témoignage tel que ça a été écrit. Bonjour, je travaille pour le CCAS de Redon. Nous avons conventionné avec la maison en ville basée à Rennes pour proposer de la cohabitation intergénérationnelle à Redon. Nous avons des difficultés pour mobiliser des jeunes. Avez-vous des pistes? On a tenté les portes ouvertes dans les écoles, stands sur le marché, réseaux sociaux. 3 petits points. Je vais peut-être répondre par rapport à la maison en ville, parce qu'il se trouve que la maison en ville ne fait pas partie du réseau Braille Coabilis, donc c'est aussi un autre opérateur, on va dire, qui historiquement est installé à Rennes depuis plus longtemps. Et la force de Brest Coabilis, c'est justement ce lien avec le réseau d'information jeunesse. Voilà, donc là-dessus, je vais peut-être laisser Émilie répondre. Donc, je peux que inviter le CCAS. Là. Il y a des élections en plus qui se passent là maintenant. Il va y avoir des nouvelles équipes un peu partout. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Brest Coabilis et puis donc des opérateurs pour avoir des partenaires. Et là, sur le réseau information jeunesse, Émilie, je te laisse la parole, parce que c'est une force de Brest Coabilis. Oui, il y a la connaissance fine des besoins des jeunes et de où ils peuvent aller. Et puis, c'est une des choses qui rassemble en fait les 2 générations, c'est que quand un hébergeur s'inscrit, lui, il espère le mois d'après avoir un jeune chez lui. Sauf que l'état d'esprit, c'est d'avoir un maillage très large du territoire. Donc, il y a des territoires où un hébergeur peut attendre 1 an avant d'avoir un jeune chez lui. Donc, le besoin d'immédiateté, c'est pas que les jeunes qui l'ont. Et donc, nous, après, l'enjeu, ça va être de communiquer auprès des établissements scolaires. Mais moi, j'invite aussi à aller communiquer auprès des organismes qui accueillent des services civiques.
c'est quelque chose qui va tendre à se développer là sur les Côtes d'Armor, mais c'est envisager des services civiques logés avec cette dimension-là. Ça peut, voilà, on est sur des indemnités de service civique assez précaires, hein, donc aller faire une mission, on peut en faire qu'une pendant sa jeunesse sur un territoire éloigné de où on se trouve. Ça peut être un bon moyen de cohabiter. Les jeunes qui sont en service civique sont déjà dans un souhait d'utilité publique et d'utilité aux autres. Donc, moi, j'irais développer cette réflexion-là. Et pour donner un autre exemple, donc le Morbihan, le plus ancien historiquement, qui s'est vraiment construit sur des partenariats CCAS et Réseau Information Jeunesse. Dans le Morbihan, la grosse problématique, c'est qu'il y a, le dernier chiffre, je crois, c'est pour 8 jeunes qui demandent, il y en a un seul qui peut être satisfait. Donc, il y a, quand on est vraiment au sein du Réseau Information Jeunesse, la question de trouver des jeunes n'est vraiment pas une difficulté. Donc le tout, c'est d'être dans le bon réseau, de rentrer par la bonne porte. Oui, parce que même dans les chiffres régionaux, alors je salue Christy, qui est coordinatrice du Brest Cohabilis en Bretagne, qui ne pouvait pas être là, mais elle nous avait indiqué qu'au niveau de l'année dernière, si je ne me trompe pas, il y avait eu 321 candidatures jeunes pour 124 hébergeurs. Donc, on est plus sur un ratio plus important de demandes que de possibilités d'héberger, avec cet enjeu que vous expliquez, de aussi trouver le bon binôme pour pas forcer, en tout cas, faire pour faire un binôme alors que ça pourrait ne pas fonctionner. Concrètement, cette cohabitation intergénérationnelle solidaire, elle est connue des jeunes. Et ils vont spontanément poser cette question-là. Elle est beaucoup moins connue encore des plus anciens et voire des élus, etc. Voilà. Mais les jeunes la connaissent. Et ça grâce au service info jeunesse, ils sont vraiment présents. Et ça fait une super transition parce que du coup, vous avez créé il y a 1 an maintenant le réseau Brest Cohabilis. Et alors, pourquoi et comment, depuis quand c'est-il mis en place? Donc, ce réseau a été créé il y a 1 an, donc c'est absolument pas moi qui l'ai créé. Il a été créé en fait par une volonté des 4 associations départementales de se regrouper au sein d'une union régionale, faire une branche, une antenne. Il y a un réseau qui s'appelle Cohabilis National. Alors, Cohabilis, qui lui-même a été la fusion de 2 anciennes entités qui faisaient de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc, voilà, fusionné en Cohabilis, et ça se décline maintenant sur les différentes régions pour être au plus près en fait des jeunes et des anciens. Et puis très concrètement, très prosaïquement, pour être aussi plus efficient dans notre recherche de financement. On sait que chercher des financements à un niveau régional, on aura une plus grande force de frappe qu'au niveau local. Donc moi, je suis présidente depuis quelques mois de cette UR en création. Et c'est vraiment très intéressant aussi de pouvoir partager entre les 4 associations ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Les techniciens peuvent échanger, oui, leurs bonnes pratiques, se soutenir. Et au final, l'idée petit à petit, c'est qu'on puisse harmoniser nos pratiques tout en respectant les composantes de chaque département breton. Ceux qui connaissent bien la Bretagne savent que là aussi, on fait du cousu humain selon si on est sur une zone métropole, Rennes ou Brest, ou des zones moins denses. Voilà. Donc, l'intérêt, il est là. Et l'autre intérêt aussi, c'est de pouvoir continuer à plaidoyer, se faire connaître justement au niveau de la région, parce que vraiment, on n'a pas encore de quoi se faire payer une enquête, mais c'est encore très, très peu connu. Et parfois, il y a des personnes qui peuvent se faire avoir par des sites marchands qui vont proposer des pseudo-cohabitations avec jamais de réponse. Enfin, il y a déjà des arnaques qui existent aussi dans ce... Ouais, j'ai découvert ça. Donc voilà, donc plus l'acteur public, finalement, on est un acteur public de cohabitation intergénérationnelle solidaire, puisqu'on s'appuie sur les acteurs publics du territoire. L'idée, c'était de se dire, on ne va pas, quand ça a été créé en 2008, on ne va pas rajouter quelque chose de nouveau, on va utiliser ce qui existe déjà. Qu'est-ce qui existe déjà? Il y a le réseau d'information jeunesse, qui a la connaissance du public jeune, et il y a tous les CCAS. Bon, maintenant, peut-être les maisons France Service, mais tous les CCAS qui ont la connaissance et les compétences pour le public âgé. Donc finalement, en faisant travailler ensemble, en créant un pont entre ces deux structures, et ben là, on va pouvoir être fort en termes de force de frappe, et on reste avec finalement des structures publiques pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
Et pour toi et les autres coordinateurs départementaux, le réseau vous permet aussi de peut-être plus vous rencontrer et d'être moins isolés, comme les personnes âgées et les jeunes moins isolés dans le logement. Et oui, on a tous les mêmes besoins, hein, de ne pas être seul. Et il y a ça, il y a réfléchir à comment faire différemment, il y a apprendre les bonnes expériences et bonnes pratiques. Il y a aussi les échanges sur ce qui a été tenté sur les territoires. Là, l'interrogation, ça va être peut-être un moment de conventionner avec des employeurs qui ont du mal à accueillir des nouveaux salariés chez eux à cause des crises du logement. On a des territoires, sur les bords de mer, par exemple, qui sont très en tension en termes de logement. Et un toit de génération peut parfois être une réponse pour que un établissement hospitalier ne ferme pas des places en urgence l'été parce qu'ils n'ont personne pour loger. Voilà, il y a plein de choses à réfléchir et donc si on a tous les mêmes besoins, on peut réfléchir ensemble à des nouvelles façons de faire ou alors piocher dans ce qui a déjà été fait par les autres. Peut-être aussi, ce qu'on peut rajouter sur le Brest Coabilis et Coabilis, c'est une forme d'assurance. Quand on rentre dans ce réseau, on rentre dans une véritable expertise avec des événements, des choses extrêmement codifiées. Et par exemple, la cohabitation se passe pas bien. Parce que parfois, la peur, c'est de dire non, mais ok, mais imaginez, vous savez, parce qu'on a tous entendu les gens qui squattaient la maison à côté, qui n'ont jamais pu sortir. Imaginez que le jeune y reste et qu'il ne veuille pas partir, alors que c'est l'horreur. Si ça se passe pas bien. Là, il y a vraiment un protocole qui est très clair avec les techniciens dans les différents départements où il va y avoir une médiation, voir si vraiment il y a besoin d'agir rapidement. Et ben rapidement, on va trouver une solution pour le jeune, même aussi parfois en cas d'hospitalisation de la personne âgée ou parfois plus grave en cas de décès. Il y a une véritable garantie que jamais l'hébergeur ni l'hébergé ne seront laissés de côté si jamais il y a un problème. Et ça, c'est pas 24/24 parce qu'on ne va pas assurer les nuits, mais il y a vraiment du lundi au vendredi la possibilité de joindre quelqu'un. Donc ça, c'est quand même aussi, c'est une garantie, je pense, extrêmement importante parce qu'on a, voilà, parfois ce qui freine, c'est la peur que ça se passe pas bien. Souvent ça. Mais là, on a la loi Elan avec nous, parce que du coup, on ne relève pas du droit au logement classique. D'accord. C'est-à-dire que c'est moins. Il y a beaucoup de personnes, et c'est un malheur de la Bretagne, qui ont du mal à louer à l'année leur logement parce que les craintes des mauvaises expériences. Là, accueillir un jeune chez soi, ça ne relève pas du même droit au logement qu'une location privative à l'année classique. Et donc, une fin de cohabitation peut se faire rapidement. Il peut y avoir un préavis d'1 mois quand c'est vraiment une mésentente qui dure, mais quand il y a une médiation, en général, voilà, la cohabitation continue. C'est très rare qu'il y ait vraiment une mésentente au point d'arrêter. Mais s'il y avait un élément de crise particulier, même en 48 heures, une cohabitation peut s'arrêter. C'est aussi pour ça qu'on ne met pas les jeunes en difficulté, ni les personnes âgées, en accueillant un jeune qui relève de l'hébergement d'urgence et qui serait du coup à la rue sans cette solution-là. Et on n'accueille pas non plus un jeune chez une personne âgée qui va dépendre de la présence du jeune pour sa vie quotidienne. Donc, d'où le besoin d'éviter l'interdépendance. Et je complète là dans tout ce qui est paperasserie, finalement. C'est aussi un dispositif qui est très simple. Parce que parfois, de louer, quand on souhaite louer, il y a énormément de démarches. Là, toutes les démarches sont effectuées. Enfin, c'est quand même top. Il n'y a pas besoin de remplir 40 formulaires sur Internet. Les démarches sont effectuées directement par l'association. Donc ça, c'est aussi... on est non seulement dans du dispositif cousu main, mais on retrouve de l'humain en face à face plutôt que d'être sur des plateformes. Et ça, c'est... moi, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de prendre la présidence de ce réseau, parce que qu'est-ce qu'on en a besoin? C'est très apprécié par les jeunes qui ont des troubles 10. D'avoir une simplification et de l'humain dans les démarches. Peut-être avant de parler un peu plus partenariat, j'ai juste demandé à mon collègue de vous afficher le contact des 4 structures qui sont membres de Brest Coabilis. Ça va aussi permettre de illustrer les propos parce que donc du coup il y a l'ADIGE 22 sur les Côtes d'Armor, le BIGE de Lorient sur le 56, donc sur le Morbihan, Solia dans l'île-et-Vilaine et L29 sur le Finistère.
J'ai tout bon? Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, on peut voir que elle et Solia sont plus des partenaires qui viennent du logement, alors que l'ADIGE et le BIGE sont des partenaires qui viennent de la formation jeunesse. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a plus de binômes là où il y a, mais peut-être. Quelqu'un de Peut-être. convaincu par l'information jeunesse à ma droite. Voilà, tout à fait. Peut-être juste pour, avant de prendre d'autres questions, revenir juste sur les partenariats que vous développez au niveau régional et puis notamment le gros partenaire que vous avez, vous, aujourd'hui, au niveau régional. Tout à fait. Donc, le plus gros partenaire, le plus important partenaire, c'est la CARSAT. Alors, je ne sais pas si les jeunes le connaissent, mais c'est la principale caisse de retraite. Et la CARSAT a bien compris qu'il y avait tout un intérêt par rapport à son public pour prévenir les risques de perte d'autonomie quand on se retrouve isolé, d'informer. Et en particulier, la CARSAT a pu mettre dans toutes les personnes de cette caisse de retraite ont reçu une petite publicité sur ce qui se faisait entre deux générations, etc. Donc ça a permis à certains de connaître. Et la CARSAT contribue financièrement. Il y a aussi les CAF, les caisses d'allocation familiale. Donc ça, c'est plus par département, parce que là, c'est soit national, soit par département. Dans les autres partenaires, on peut avoir des partenaires privés. Le CMB, par exemple, où je n'ai pas tous les partenaires ici en tête, mais l'enjeu, c'est de développer aussi plus ces partenaires privés, y compris avec certaines entreprises. Ça peut passer dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises qui peuvent s'engager pour ce type de dispositif et finalement qui pourront aussi en parler à leurs salariés qui peuvent avoir un parent âgé. Et quand on a un parent âgé, qu'on devient aidant de son parent et qu'on bosse, on sait que c'est aussi quelque chose d'extrêmement complexe et peut-être de pouvoir amener comme ça tout doucement l'idée que la cohabitation intergénérationnelle solidaire, elle va pouvoir se diffuser par différents vecteurs. Donc, plus on aura de partenaires, bien sûr, sur l'aspect financier, ça nous permet de consolider les postes. Parce qu'il faut à peu près un équivalent temps plein pour 35 binômes, 30-35 binômes. En Côte d'Armor, je suis en temps partiel sur 30 Oui, en binômes. plus, voilà. Et ça ne va pas pouvoir durer très longtemps comme ça, en fait, parce qu'il faut recruter les personnes, former les binômes, et puis après, entretenir. Et pour le moment, on voit bien qu'il y a aussi beaucoup de temps consacré à la recherche de financement au détriment de la constitution de binômes. Donc, plus on arrivera à convaincre des partenaires publics et privés de l'intérêt de ce dispositif avec des financements pluriannuels, plus on va pouvoir, ça va être exponentiel en fait. Et pour cela, on est aussi aidé bien sûr avec Cohabilis national, puisqu'on a certains acteurs au niveau national. Il y a il y a des assurances aussi, et des mutuelles qui vont aussi pouvoir contribuer à financer. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai à nouveau 3 questions. À chaque fois par trois. Par 3. Des questions pas très simples et une demande d'alerte. Je vais peut-être commencer par celle-là. Par rapport au risque de dérive et de certains apparemment hébergeurs privés sur lesquels vous avez pu pointer du doigt. Quelqu'un demande, avez-vous été sollicité par saisonniers bien logés, une application de mise en relation hébergeur-hébergé, faut-il se méfier? Moi, je ne connais pas, donc je ne peux pas répondre. Je ne connais pas non plus. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être d'abord aller voir avec Cohabilis s'il n'y a pas une possibilité. Je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais moi, c'est une dame qui m'avait expliqué qu'elle avait inscrit son père c'était une appli comme ça pour pouvoir accueillir un jeune et tout ça. Elle a dû donner 300 €. Elle a dû verser 300 €. Enfin, c'était une arnaque. Moi, ils sont étonnés quand on leur dit que c'est 45 000. Oui. Non, mais moi, j'encourage vraiment les personnes à pouvoir avoir accès à des vraies personnes en face, surtout sur la cohab intergénérationnelle solidaire. On peut pas faire n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi avec l'humain. La deuxième question. Alors, en lien avec il faut se tourner vers Cohabilis, quelqu'un demande, est-il possible et comment adhérer au réseau Cohabilis? Alors, en fait, les adhérents du réseau sont des personnes qui font de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Maintenant, si vous voulez développer la cohabitation intergénérationnelle sur votre territoire, vous allez contacter, alors dans les Côtes d'Armor, la DIGE 22, donc je pense qu'il va y avoir tous les coordonnées, en Ille-et-Vilaine, Solia, dans le Finistère, c'est Tissage, et dans le Morbihan, le Bige Lorient.
D'accord? Et en fait, dans ces cas-là, vous contactez et après, ils vont vous mettre en lien et on va pas demander on va faire dans ces cas-là une contractualisation, enfin Voilà. un partenariat. Par exemple, je sais pas, il y a l'agglo je vais pas citer de nom d'ailleurs, toute la communauté de communes du Roi Arthur, ou je sais pas, parce qu'on est en Bretagne, qui souhaitent développer. Là, il y a des nouveaux élus qui viennent d'arriver. Ils ont compris qu'il y a un vrai enjeu parce que, bah oui, on est un territoire, on le sait bien, en Bretagne, où on a la chance de bien vivre, de bien vieillir, mais il y a aussi plein de personnes qui viennent prendre leur retraite en Bretagne. Et donc, on a une explosion du nombre de personnes âgées et on ne va pas pouvoir construire des EHPAD, voire des EHPAD sur toute la région. Et on sait, ça ne va pas remplacer un EHPAD ou un EHPAD, mais on sait que ça retarde l'entrée en établissement, voire parfois, ça évite complètement l'entrée en établissement, parce qu'on a rétabli du lien social. Donc, j'imagine la communauté de communes là, qui vient d'être élue, il y a un nouveau président, il dit, bon, moi, je veux faire quelque chose qui a du sens sur mon territoire, j'aimerais que ça se déploie. Mais en fonction du département où il se trouve, il contacte l'association et il y a un partenariat qui va être mis en place. Et dans ce partenariat, ça va être la communauté de communes ou la commune qui va décider à quel niveau il s'engage en disant soit, bah, écoutez, nous, pour le moment, on ne sait pas faire. On vous délègue tout, vous vous occupez de chercher les jeunes, de chercher les anciens, de créer les binômes, où ils vont dire ah non, non, mais nous, les anciens, c'est notre truc, enfin, on se connaît tous, et puis on a le repas des anciens, et puis la boule, machin, et puis la sauce, etc. Donc nous, ça, la partie des anciens, on veut bien s'en occuper. Par contre, notre réseau information jeunesse, où il est peut-être moins développé, on est peut-être moins, donc on vous laisse ce côté information jeunesse, voilà. Ou dans l'autre sens, nous, on est hyper bien avec un réseau information jeunesse. Par contre, chez nos CCS, les élus, ils n'y croient pas trop, ça va pas forcément. Vous voyez, en fait, on va pouvoir là encore faire du cousu humain avec le partenariat pour que ça réponde vraiment à ce qui est souhaité sur le territoire. Et ça peut tout à fait évoluer aussi au fil des ans. Et peut-être Moi, avant la troisième question. Voilà, allez-y. Juste une aparté sur le public de plus de 60 ans. La moyenne d'âge en Côte d'Armor de l'accueil de la personne qui accueille, c'est 75 ans. Mais on a une dame de 92 ans qui est hébergeuse et on a aussi des personnes qui ont 61 ans qui sont pas encore en retraite, qui préparent leur départ en retraite. Donc, moi, par exemple, j'ai été présentée à des personnes qui étaient en club de tricot, le dispositif, et j'étais en train de dire ah oui, pour des personnes un peu vieilles, ça doit être bien. En fait, vous êtes dans l'âge à 60 ans, à partir de 60 ans, on peut bénéficier de ce dispositif-là. Donc le public est très très large. Les causes ne sont pas les mêmes. 60 Voilà. ans, souvent, c'est l'envie aussi de rendre service aux jeunes. Oui. Parce que 60 ans, on a eu ces enfants qui ont galéré à trouver des logements ou qui ont payé je ne sais pas combien dans des chambres minables. Et on se dit, non mais attends, moi là, les enfants sont partis, il y a 4 chambres à la maison. Ben ouais, je peux rendre ce service-là. Mais même pour les plus âgés, ça compte aussi de sentir qu'ils sont encore utiles, qu'ils ont encore une place dans la société. Et peut-être donc avant la troisième question pour faire le lien, si ça m'intéresse d'aller plus loin et de rencontrer aussi le réseau, vous organisez une journée en juin prochain. Tout à fait, le 16 juin à Lorient. Donc ça va être une journée plutôt à destination des professionnels du secteur. Voilà, des techniciens justement tant côté personnes âgées que côté jeunes pour bien comprendre, bien connaître le dispositif, puis réfléchir encore ensemble aux enjeux pour continuer à avancer, se faire connaître. Encore et toujours. Alors, Lorient a été choisi, on va dire, parce que c'est le lieu historique où ça a vraiment bien démarré sur la Bretagne. Mais bien sûr, cette journée qui sera annuelle ou bisannuelle aura vocation à tourner sur les 4 départements bretons pour bien se faire connaître. Donc, il y aura des invitations qui seront lancées. Et d'ailleurs, dans les événements, la dernière semaine, attendez, j'ai mes notes. Du 30 mars au 5 avril, donc c'est bientôt ça. Ça va être la semaine nationale de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc, pendant cette semaine-là, il va certainement y avoir des choses qui vont être organisées par je ne veux pas m'engager par les différents partenaires, mais l'idée, c'est qu'on puisse en parler aussi. Peut-être le webinaire, il sera diffusé beaucoup à ce moment-là. Voilà. Plus on en parle, là, on va rentrer dans le moment où les jeunes commencent à penser pour les étudiants à leur rentrée de septembre et donc vont évoquer, parce que ce n'est pas pour les jeunes une solution par défaut. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien trouvé, c'est un vrai choix. On ne va pas faire une CIS parce qu'on n'a pas eu de chambre en CTI ou je ne sais pas. La CIS, cohabitation intergénérationnelle solidaire. Merci. En fait,
c'est parce qu'on a choisi de vivre avec une personne âgée. Pour le jeune aussi, on l'a dit pour la personne âgée, mais pour le jeune aussi, en fait, moi aussi, je peux servir à quelqu'un, je peux être utile à quelqu'un. Et finalement, ça répond aux besoins de sens, quel que soit notre âge. Et la fameuse troisième question. Sur du très pratique. Pouvez-vous préciser le nombre d'emplois salariés dans le réseau? Sur la Bretagne, hein, donc il y a 2 équivalents temps plein dans le Morbihan. Toi, tu es à mi-temps dans les Côtes-d'Armor. Voilà, ça fera 80% à Solières, l'Ille-et-Vilaine pour le moment, et autour de 80, 70 ou 80 dans le Finistère, sachant que il y a aussi parfois des petites parties qui sont faites, par exemple, par la directrice. Je sais que la directrice consacre aussi une partie du temps, on ne le valorise pas forcément. À cause de la recherche de financement. Voilà, c'est ça. Donc, l'objectif, je vous dis, c'est, vous comptez, il y a 109 là, binômes qui ont été formés, et il faudrait qu'il y ait un équivalent temps plein pour 30-35, voilà, pour savoir combien il faudrait. Pour le moment, on va dire que on est en cours de déploiement et de stabilisation des emplois salariés pour le dispositif. Il y a d'autres questions? Non? Et bien alors peut-être la question de fin qu'on pose à chacun des invités, quel enjeu vous voyez aujourd'hui au sein de votre réseau, et puis sur la question de l'habitat intergénérationnel, enfin cohabitation intergénérationnelle solidaire. Je vais peut-être répondre d'abord sur l'enjeu régional. Je te laisse dire. J'y vais sur l'enjeu régional. L'enjeu régional, c'est qu'il n'y ait pas un Breton ni une Bretonne qui ne connaissent pas la cohabitation intergénérale solidaire. S'ils ne connaissent pas Brest Cohabilis, ce n'est pas grave, mais au moins que dans les départements, ils aient pu repérer qui est l'acteur de cette cohabitation intergénérationnelle solidaire. L'enjeu, il est majeur parce qu'on est face à l'enjeu du vieillissement de la population, mais aussi un enjeu écologique. On a des personnes qui restent encore dans des grands logements, il faut chauffer ces logements-là. Si on accueille un jeune ou deux, on répond aussi à vraiment une thématique écologique. Et c'est aussi un enjeu social de refaire société. On a été particulièrement tous, je pense, très affectés, même si ça paraît loin, c'était il y a 6 ans, par le Covid. Loin et pas si loin. C'est loin et pas si loin. On a l'impression que c'est presque irréel parfois. Pourtant, on y était en plein dedans il y a 6 ans. Et on sait que c'est une période qui a coupé des liens. La cohabitation intergénérationnelle solidaire, elle vient retisser du lien. Et ça fonctionne super bien entre ces générations. Vraiment, je disais tout à l'heure en aparté, on a dans le Morbihan, il y a quelques années, il y a un monsieur qui avait accueilli un jeune qui était orphelin de père et de mère. Ils ont cohabité 2 ans ensemble, et ce monsieur-là a adopté ce jeune. Moi, je me suis dit, waouh, c'est juste pas possible. Mais il y a aussi, je ne sais pas comment c'est dans les Côtes-d'Armor, mais dans le Morbihan, il y a un certain nombre d'hébergeurs qui accueillent parfois 2 voire 3. C'est-à-dire, ils disent non, en même temps, j'ai 3 chambres, je prends 3 personnes, quoi. Voilà, donc il y a vraiment des très belles histoires. Les plus convaincants sont les hébergeurs. Et pour cette journée du 16 juin, il y a des hébergeurs qui vont pouvoir témoigner aussi, expliquer, et c'est souvent eux les meilleurs ambassadeurs, voilà, du dispositif. Parce que moi, de quoi je peux en parler? J'ai pas encore 60 ans, et puis j'héberge pas de jeunes. Et pour peut-être au niveau local, sauf si ça se complète. L'enjeu au niveau local, ça va être d'avoir plus de conventionnement avec des communes et des intercommunalités pour répondre à leurs besoins précis, mieux les connaître finement pour développer les cohabitations sur ces territoires-là. Ça peut tout à fait rentrer dans le cadre des plans PLH, plan local de l'habitat. Vous savez, c'est quelque chose qui est renouvelé régulièrement, et ça peut être vraiment dans un des axes, la cohabitation intergénérale solidaire, avec aussi une participation financière, mais pas que, avec de la com, ils vont pouvoir en parler, relayer dans les communes, etc. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voulez pas de questions? Pas forcément d'ajout en plus? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Non, on peut quand même remercier, merci à vous d'être venus. remercier la région Bretagne d'avoir organisé ce webinaire, parce que la région Bretagne, c'est une forme de partenariat aussi que de pouvoir participer à ce webinaire pour mieux se faire connaître. Et moi, j'ai souvenir d'il y a quelques années, il y avait c'était un slogan politique, c'était un jeune, un toit. Donc finalement, la cohab intergé solidaire, elle vient dans cette volonté politique de la région aussi.
Merci beaucoup. Et puis merci à tous et toutes d'avoir participé. On va vous souhaiter une bonne fin de vendredi et puis un bon week-end pour celles et ceux qui le sont à la fin de la journée. Merci beaucoup. Au revoir.